Salut à tous, ici Blaise Collin sous le soleil californien où le printemps s'est installé sur la baie de San Francisco. Et printemps, évidemment, ça rime avec Spring Football. Je suis aujourd'hui le 14 avril 2018 à Palo Alto où Stanford va jouer son Spring Game qui marque le dernier jour de son camp d'entraînement. Nous allons donc suivre ensemble le déroulement de cette journée et de ce match qui clôt donc le camp d'entraînement de printemps du Stanford Cardinal. Le Cardinal et le White Game ne va pas se jouer cette année au Stanford Stadium, le stade de football de l'université, mais il va se dérouler comme depuis 3 ans sur le terrain de soccer de Stanford, là où évoluent les équipes masculines et féminines de l'université. On l'entrevoit plutôt au bout de la route. Nous allons aller de ce pas y faire un tour. Me voilà maintenant à Berkeley. Nous sommes le 28 avril, jour où les California Golden Bears jouent leur propre Spring Game 2 semaines après leurs grands rivaux de Stanford. Le match va se dérouler au Memorial Stadium de Berkeley. On voit l'entrée juste derrière moi. On va aller faire un petit tour sur la pelouse à un peu moins d'1 heure du coup d'envoi de ce match. Nous voilà donc au Kegan Stadium, le terrain de soccer de l'université qui a été transformé pour l'occasion en terrain de football. Le stade a une capacité relativement limitée. Le match se déroulera donc devant un comité plutôt restreint. Nous sommes loin de la Big Ten ou de la SEC, dont les Spring Games peuvent attirer plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Mais le temps est splendide et on s'attend à une après-midi tout à fait agréable. Au milieu du turf donc, de Memorial Stadium, le stade est encore vide à cette heure-ci, les fans ne sont pas encore autorisés à rentrer. On voit là au-dessus de la tribune nord la colline qui est souvent envahie par les étudiants moins fortunés ou les habitants de Berkeley qui veulent profiter un peu du spectacle sans avoir à payer le prix d'entrée du ticket. Voilà, petit panoramique, petit tour 360 degrés du stade. Et là, tribune sud, on voit les vitres de la tribune de presse. On va aller faire un petit tour dans cette press box pour voir un peu la vue qu'on a du terrain depuis là-haut. Nous sommes à un peu plus d'1 heure du coup d'envoi du match et c'est ici, juste à l'extérieur du stade, que se déroule la petite fête d'avant-match. On peut s'y restaurer et jouer à quelques jeux. Les cheerleaders attendent patiemment leur heure et dans le fond, quelques clubs de l'université, golf, volleyball, font leur publicité. Nous sommes allés faire un tour à l'intérieur de cette petite fête où nous avons retrouvé les cheerleaders des Stanford Cardinals qui nous donnent un petit aperçu de leur talent. Évidemment, aucun match du Stanford Cardinal n'est complet sans la participation de la fanfare totalement déjantée de l'université. C'est le marching band le plus indiscipliné du college football, à l'image de la mascotte officieuse de Stanford. Les 5 Dollies complètent ce trio infernal.
Nous voilà dans la tribune de presse donc de California Football au Memorial Stadium. Encore peu de journalistes, évidemment puisqu'il s'agit d'un scrimmage. Il n'y aura pas d'équipe adverse, donc moins de couverture médiatique, moins de membres des départements athlétiques. Le stade est encore vide. On voit cette petite colline qui surplombe le stade. On va maintenant attendre patiemment que les joueurs prennent le terrain pour le réchauffement et on discutera un petit peu de cette équipe des Golden Bears 2018. En attendant les joueurs de l'équipe de Cal, la pelouse appartient pour quelques instants aux recrues, ou en tout cas aux joueurs de lycée que Cal voudrait faire venir dans ces prochaines années. Il y a peut-être parmi ces jeunes lycéens le futur Marshawn Lynch ou Aaron Rodgers, qui sait. On voit ici l'arrivée des joueurs à une grosse demi-heure du début de la rencontre. On reviendra sur les principaux joueurs. Et évidemment Bryce Love, la superstar de l'université. Numéro 3, KJ Costello, le quarterback présumé de l'équipe et vient de passer à côté d'un de ses running backs, numéro 22, Cameron Scarlett. Les premiers joueurs arrivent pour leur échauffement sur le terrain. Tout ça en ordre un petit peu décousu. Voilà, on voit l'entrée sur le terrain d'un des receveurs de cette équipe, Conhevi Noah, qui apparemment ne jouera pas ce Spring Game. Foule un petit peu hétéroclite. Les recrues, des invités, les joueurs qui arrivent. Certains d'entre eux sont déjà à l'échauffement. On aura l'attaque en blanc et la défense en bleu. Bon, on va détailler un petit peu les joueurs principaux de cette équipe, mais on profite de cet échauffement d'avant-match pour regarder un petit peu les running backs. Patrick Lurd, numéro 28, Alex Nethroda, numéro 31. On va rediscuter un petit peu de ce groupe de running back qui sera, on l'espère, du côté de Berkeley, l'un des atouts offensifs
de cette équipe 2018. Allez, on parle un peu football maintenant, alors que les joueurs ont commencé le réchauffement. Le Stanford Cardinal est coaché par David Shaw, qui entame sa 8e saison à la tête de l'équipe, après avoir passé 3 années en tant que coordinateur offensif sous les ordres de Jim Harbaugh, qui est maintenant, depuis donc 8 saisons, lui, l'entraîneur principal à Michigan. Le record de David Shaw sur ses 8 années de 73 victoires pour 22 défaites. Ça inclut un record de 4 victoires et 3 défaites en bowl. Stanford a remporté 3 championnats de la Pac-12 en 2012, 2013 et 2015, ce qui a valu à l'équipe une participation au Rose Bowl, dans lesquels le Cardinal a remporté 2 de ces 3 matchs. L'échauffement se poursuit. On aura l'attaque en rouge et la défense jouera en blanc. En parlant de l'attaque, le coordinateur offensif de Stanford est Tavita Pritchard. Ceux d'entre vous qui suivent la Pac-12 depuis longtemps se souviennent peut-être qu'il était le quarterback de Stanford lorsque le Cardinal s'est imposé 24-23 à USC en octobre 2007. Les Trojans étaient favoris de 39 points et à l'époque, c'était la plus grosse surprise de l'histoire du college football. Ça reste probablement la plus grosse surprise dans les conférences majeures. Alors que la ligne offensive est à l'échauffement, on va parler rapidement de l'entraîneur en chef de cette équipe des Golden Bears. Justin Wilcox entame sa 2e saison donc à la tête de Cal. Il a terminé avec un bilan de 5 victoires et 7 défaites en 2017, un petit peu décevant compte tenu du très bon départ des Bears qui avaient débuté par 4 victoires consécutives. Évidemment, certaines de ces victoires étaient contre les paillassons de conférences inférieures. Mais on attend évidemment un petit peu plus cette année de cette équipe. Donc Justin Wilcox, c'est un coach avec un mindset défensif. C'est un ancien DB des Oregon Ducks 96-99. Puis il a déjà coaché à Cal de 2003 à 2005. Il était l'entraîneur des linebackers avant de prendre une position de coordinateur défensif à Boise State, puis à Tennessee, Washington, USC et Wisconsin, avant d'atterrir à Berkeley en 2017 pour sa première saison en tant que head coach. Quelques noms peut-être familiers pour ceux qui suivent le football depuis longtemps, voire très longtemps. Le père de Justin Wilcox, Dave Wilcox, est un All-Pro linebacker des 49ers, où il a joué dans les années 60 et 70, et également un Hall of Famer. Le frère de Justin, Josh Wilcox, a joué 2 saisons en tant que tight end chez les Saints en 98 et 99. Alors évidemment, 5-7 en 2017, pas de bowl, pas une excellente saison pour les Bears. Le dernier titre de la Pac-10 à l'époque remonte à 2006. Depuis que la Pac-12 a été créée en 2011, California n'a jamais terminé mieux que 4e de la division Nord et a participé à seulement 2 bowls en cette saison. Alors même si Cal est dans le ventre mou de la Pac-12 depuis un certain nombre d'années, il ne faut pas oublier que c'est tout de même la fac dont sont sortis des joueurs comme Jared Goff, Deshaun Jackson, Justin Forsett, Marshawn Lynch. Ces 3-là ont été
ont été champions de la Pac-10 en 2006. Et puis un peu plus anciennement, on a des joueurs comme Aaron Rodgers, Tony Gonzalez et encore plus anciennement Ron Rivera, le head coach des Carolina Panthers, qui lui a été linebacker ici au début des années 80. Voilà le gros huddle à 20 minutes du coup d'envoi. La défense repart sur la gauche. Évidemment, la star incontestée de cette attaque, c'est le running back Bryce Love, qui a terminé deuxième à l'Iceman l'an dernier. Il a également remporté le Doak Walker Award du meilleur running back de la ligue. 2118 yards, 19 touchdowns et 8,1 yards par portée. Ce sont les stats de Bryce Love en 2017. Il a été gêné tout ce début d'année par une blessure à la cheville et a une participation limitée aux entraînements de printemps. Il ne jouera donc pas un seul down de ce match. Mais Stanford compte évidemment beaucoup sur lui l'an prochain. Avec 2118 yards, il a déjà le record sur une année pour un running back à Stanford. Il a également plus de 12 matchs exactement à 100 yards l'an dernier. C'est également un record pour l'université. Et en carrière, il détient le record du nombre de courses de plus de 50 yards avec 13 unités. Donc on est évidemment à Palo Alto très impatient de le revoir sur un terrain dès le mois d'août pour les camps d'entraînement d'avant-saison. Voilà, on voit au fond là-bas les running backs. Bryce Love, un ballon en main mais sans équipement. Le numéro 2 derrière Bryce Love devrait sans doute être le senior numéro 22, Cameron Scarlett. Il a essentiellement joué l'an dernier sur des situations de goal line, marquant 8 TD. Derrière lui en numéro 3, on devrait avoir Trevor Spites, qui est un junior. Il a eu un temps de jeu très limité en 2017 avec seulement 36 portées et une réception en 11 matchs. A noter que le numéro 22, donc Cameron Scarlett, fait aussi les retours de kick-off pour Stanford. 1008 yards en retour de kick-off l'an dernier, donc 12 de plus de 30 yards, ce qui a consisté à un record pour la division FBS en 2017. On a déjà entrevu donc les running backs à l'échauffement. On a vu notamment Patrick Laird, le numéro 28. C'est le joueur qui portera probablement le plus gros des ballons pour Cal. 1127 yards et 8 touchdowns l'an dernier pour le redshirt senior. Derrière lui, probablement Derek Clark, senior, numéro 33, pas encore aperçu sur le terrain. C'était le quatrième running back à la production l'an dernier pour Cal, avec 14 portées pour 47 yards, donc un rôle très limité pour le redshirt sophomore. On attend surtout de voir les performances de cet homme-là, Biagio Ali Walsh, le numéro 26, qui est un redshirt freshman,
pas de contribution l'an dernier, donc il devrait porter quelques ballons cette année et on attend pas mal de ce jeune joueur du côté de Cal. Côté QB, on a une situation assez particulière puisque le starter présumé, le titulaire pressenti, KJ Costello, numéro 3, est blessé. Blessure à la hanche qu'il a privé de camp d'entraînement. L'an dernier, il a récupéré la position de titulaire, donc il a shippé à Keller Christ. Keller Christ est parti à Tennessee. Et donc en 11 matchs, dont 7 titulaires, KJ Costello a passé pour 1573 yards, 14 TD et 4 interceptions. Derrière lui, on devrait avoir Davis Mills, numéro 15, lui aussi blessé ce printemps, touché à un genou. Il a eu une participation nulle en 2017, il n'a pas du tout joué, mais il est pressenti pour être le numéro 2. Donc à la baguette aujourd'hui, on aura Jack Richardson, numéro 18, qui a eu la majorité des répétitions pendant ses entraînements de printemps. Il perdra probablement cette position de numéro 1 dès que KJ Costello reviendra. Côté de Stanford, on attend également l'arrivée sur le campus de Jack West, qui a signé pour le Cardinal plutôt que pour Alabama. Il y a un autre quarterback qui a signé pour Stanford malgré les sirènes alabamesques, Tanner McKee. Mais lui, on ne le verra pas avant 2020 parce qu'il est mormon et qu'il va partir 2 ans en mission pour son église en Nouvelle-Zélande. Donc il ne sera pas dans la compétition des quarterbacks cet été. Avec les maillots jaunes, ce sont les quarterbacks ici à l'entraînement. La position de quarterback va être une position relativement disputée cet été à Cal. Le numéro 3 est le titulaire, 2017 en tout cas, Ross Bowers. 3039 yards en 2017, à 59% de passes complétées. 18 touchdowns, 12 interceptions. On attend de lui peut-être un peu moins de ballons perdus, un peu moins d'interceptions. Ses 253 yards par match était ce qui s'est fait de mieux l'an dernier en Pac-12. Et il est pressenti pour récupérer à nouveau le poste de titulaire cette année. Mais derrière lui, il y a ce numéro 14, Chase Forrest, un senior, qui l'an dernier a perdu cette bataille pour le poste de titulaire. Donc bataille remportée par Ross Bowers. Surtout, il est probable que la bataille soit étendue à un 3e larron. Ce sera le numéro 5, Brandon McIlwain. Il n'est pas présent sur le terrain. C'est un transfert de South Carolina. L'avantage de Brandon McIlwain, c'est que c'est un quarterback, un dual threat quarterback comme on les appelle, donc excellent à la course, en plus de évidemment pouvoir passer. Et Brandon McIlwain, donc, qui va rejoindre California pour la saison 2018, est aussi un membre de leur équipe de baseball. Finalement, le 4e larron qui pourrait mettre son grain de sable dans cette compétition, c'est le numéro 7,
Chase Gabbers. C'est un freshman, redshirt freshman, donc qui n'a pas joué l'an dernier, bien qu'étant déjà partie intégrante de ce roster. Donc il pourrait essayer de lui aussi récupérer des snaps à l'automne prochain. Voilà, en action, on a vu J.J. Arcega-White, l'un des deux receveurs dont on attend beaucoup cette année. 780 yards et 9 TD en 2017. À l'opposé, il y avait Trenton Irwin, le numéro 2. 461 yards et 2 TD l'an passé. L'attaque est donc en plutôt bonne main, essentiellement évidemment grâce à Bryce Love qui va encore terroriser les défenses adverses. Les quarterbacks sont à l'entraînement avec leur ligne offensive. La ligne offensive va retourner 7 de ses titulaires, en fait 7 joueurs sur 7 qui ont débuté des matchs l'an dernier avec Cal en ligne offensive sont de retour cette année. Donc ça devrait être un des atouts de cette attaque qui va aussi compter sur ses receveurs pour un peu exploser un peu plus cette année. L'an dernier, l'attaque aérienne de Cal a été limitée à 6,5 yards par catch, donc c'est relativement faible, 104e de la FBS sur 120 équipes, c'est relativement médiocre pour une équipe de la Pac-12. La star attendue de cette équipe, c'est le senior Vic Wharton III, 817 yards et 5 touchdowns l'an dernier. Numéro 17 qui n'est toujours pas apparu sur la pelouse. On a aperçu à son arrivée sur le terrain le junior numéro 9 Conavi Noah, 788 yards et 4 TD. Ces deux-là ont été les deux meilleurs receveurs de Cal en 2017. Surtout, celui qu'on attend avec grande impatience, c'est le numéro 8, redshirt sophomore Demetrius Robertson. Il a manqué la saison 2017, parce qu'il était blessé l'intégralité de la saison. C'était la recrue numéro 1 au poste de receveur en 2016, en provenance de l'État de Géorgie, où il a été champion du 100 mètres et de 200 mètres au lycée. Pour sa première saison en 2016, il avait marqué 7 touchdowns. Il avait aussi un relativement bon rendement de 15 yards par catch, ce qui est largement plus que la moyenne 2017 de Cal. Il est là-bas au milieu de ses camarades en équipement. Les dernières nouvelles annonçaient qu'il ne participerait pas à ce Spring Game, mais il est en tenue, alors sait-on jamais. Côté défense, le tableau est un petit peu plus sombre. Stanford a perdu quelques-unes de ses stars, notamment le D-tackle Harrison Phillips et ses 7 sacs en 2017. Quentin Mix, l'un des cornerbacks, et Justin Reed, l'un de ses safeties, sont eux également partis en NFL. L'équipe va donc compter sur son linebacker star, le numéro 20, Bobby Okereke, que l'on voit au milieu du terrain là-bas. Ça devrait être lui le patron de cette défense. 96 plaquages
dont 7,5 pour perte, 4 sacs, un fumble forcé, une interception retournée pour TD. Et évidemment, l'une des parties les plus importantes de la défense, c'est le rush du quarterback. Et dans ce secteur, Stanford comptera sur ses D-end, Dylan Jackson, 36 plaquages et un demi-sac en 2017, numéro 97. Et le numéro 51, Dovan Swan, 25 plaquages et 1,5 sac. Ces deux-là seront en charge de terroriser le quarterback adverse. On va dire un mot de la défense, qui n'est pas l'un des points forts de cette équipe de Cal. 43 points encaissés par match en 2016, 28 points encaissés en 2017 après l'arrivée de Justin Wilcox, donc une réduction significative, à peu près un tiers de points en moins, mais bon, ça représente tout de même encore un TD par carton, donc rien d'exceptionnel. On attend évidemment encore une amélioration à ce niveau-là pour cette année. L'un des points forts de cette défense, c'est son backfield, avec notamment le cornerback numéro 24, Cameron Bynum. 8 passes déviées en 2017, 2 interceptions, un cornerback qui est très très difficile à jouer, donc très bon défenseur homme à homme. L'autre star de cette défense, c'est le numéro 27, le safety Ashton Davis. C'est à l'origine un sauteur de haie, donc un athlète, qui est arrivé à Cal, donc dans l'équipe de football sans scholarship, mais qui a fait son trou. C'est aussi l'un des spécialistes du retour de kick-off pour cette équipe de Cal. Si le backfield défensif est l'un des points forts de cette défense, on ne peut pas en dire autant de la ligne défensive qui est relativement mince. C'est guère mieux au niveau des linebackers. Pas de véritable star encore dans cette équipe en défense, enfin en tout cas dans le front seven. Et même si 11 des 14 meilleurs plaqueurs de l'équipe sont de retour en 2017, on a bien compris qu'avec 28 points encaissés par match, on est encore loin des performances qui permettraient à Cal d'être compétitif dans la Pac-12 cette année. Quelques noms à suivre dans cette défense au niveau des linebackers. On aura le numéro 59 qui est un peu le fer de lance de cette défense, Jordan Kunarzik. Numéro 19, Cameron Good, là qu'on voit au milieu de l'écran, sera aussi un joueur à suivre. C'est un joueur de deuxième année, donc encore peu expérimenté. Le numéro 36, là, qui est juste à côté de lui, c'est Alex Funchess. Lui, c'est un senior, donc beaucoup plus d'expérience en tout cas. Donc à suivre un petit peu comment les linebackers vont améliorer leur rendement en 2018 pour pourquoi pas donner des chances à Cal dans la division Nord. On va parler de leur calendrier. Il y a peut-être quelques belles choses à faire cette année. Alors que le match se déroule tranquillement et que l'attaque vient d'être stoppée, il va donc punter sur 4e tentative. Le head coach David Shaw est venu discuter avec l'une de ses connaissances sur le bord
du terrain. Ça va nous permettre de discuter rapidement du calendrier de Stanford pour l'année à venir. Le Cardinal va entamer sa saison le 31 août avec la venue de San Diego State. Mauvais souvenir puisque l'an dernier, Stanford s'était incliné à San Diego 20-17. Le calendrier n'est pas des plus faciles dans la division Nord. Le Cardinal de Stanford devra se rendre à California, le grand rival de la baie, à Oregon, qui devrait être dans de meilleures dispositions que l'an dernier, et surtout à Washington, qui sera encore le grand favori pour remporter la division Nord. USC se rendra à Palo Alto. Ce sera le premier match de Stanford dans la Pac-12. Ce sera aussi une revanche des deux matchs perdus l'an dernier par Stanford. L'un assez lourdement au Coliseum, 42-24. Le second d'un petit field goal, 31-28, perdu en finale de la conférence Pac-12 à Santa Clara. Stanford devra également se rendre à Notre-Dame cette année, ce qui ne sera une nouvelle fois pas une simple affaire. Donc le Cardinal espère évidemment retourner une nouvelle fois à Santa Clara pour la finale de conférence Pac-12. Et pourquoi pas, on peut toujours rêver du côté de Palo Alto, y retourner début janvier pour la finale, des playoffs qui cette année se déroule donc en Californie du Nord. Alors que les escouades offensives et défensives se sont réunies pour les derniers échauffements et les derniers étirements d'avant-match, on va discuter rapidement du calendrier 2018 des Golden Bears. En 2017, donc, l'équipe a terminé avec 5 victoires et 7 défaites après un bon départ de 4-0. Mais les Bears ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs et ont donc manqué le bowl de fin de saison. L'objectif cette année sera donc un match supplémentaire en décembre. Le calendrier ne s'ouvre pas de la plus facile des façons, puisque les Bears recevront pour leur premier match North Carolina. Les Bears avaient remporté leur match aller entre guillemets à Chapel Hill en 2017 sur un score de 35-30. Le deuxième match des Bears les emmènera à BYU, qui devrait être meilleur que le bilan de 4 victoires et 9 défaites que les Cougars ont rendu en 2017. Et le dernier match de hors conférence sera contre Idaho State, qui devrait être donc un match un petit peu plus tranquille pour les Bears avant une semaine de repos. Et puis on entamera la Pac-12. Côté Pac-12, Oregon, Washington et Stanford viennent tous à Berkeley. Donc peut-être une conférence Nord relativement plus aisée que l'an dernier. Il y aura 2 déplacements délicats à Washington State et USC. 2 matchs d'affilée à l'extérieur en sandwich entre Washington et Stanford. Le match contre les Cougars aura un petit goût de revanche pour Wazoo, qui s'était fait torpiller 37-3 l'an dernier ici à Memorial Stadium, alors qu'ils étaient invaincus à 6-0 et espéraient bien continuer leur série d'invincibilité dans cette Pac-12. Donc un calendrier, ma foi, évidemment toujours compliqué quand il faut aller jouer des équipes comme Washington, Stanford, USC. Mais les gros rivaux de la division Nord viennent à Berkeley, donc pourquoi pas rêver un petit peu et espérer une qualification pour le Pac-12 Championship qui aura lieu à Santa Clara dans le sud de la baie. Voilà, l'échauffement se termine et on va probablement attaquer le début du match dans quelques instants.
Un petit peu d'action du match près de l'embut, l'attaque presse. À cet instant du match, début de seconde mi-temps. L'attaque mène 10-8 contre la défense. La défense marque des points en un système un petit peu compliqué, les interceptions. Interception donne des points à la défense, field goal manqué donne des points à la défense. Si la défense arrête l'attaque avant ses 50 yards ou entre les 50 et les 40, entre les 40 et les 20, la défense marque des points. Et donc elle a plutôt bien tenu en première période, puisqu'elle n'est menée que de 2 petits points. Le match n'est pas chronométré, c'est juste une succession de drive de l'attaque. Et quand l'attaque marque ou quand la défense arrête l'attaque, tout le monde repart des 20 yards opposés. Nouvelle incursion de l'attaque dans la red zone. Et l'action se conclut par un touchdown de Houston Aimouli, le fullback numéro 34. L'attaque prend un avantage conséquent de 23-8 sur cette action. Le dernier entraînement de printemps de Cal est en fait une succession de drills et de situations de match. Ici, on est en situation de 4e down, donc on travaille un petit peu ces situations où il y a quelques yards à gratter. Numéro 3, Ross Bowers est aux commandes. Il est tourné en vraie situation de match, donc avec plaquage autorisé sur les joueurs, à l'exception évidemment du quarterback qui doit lui être protégé. 4e et goal sur les 1 yard. Stoppé par la défense. Fin du Spring Game à Stanford. L'équipe offensive Cardinal a battu la défense White 24-16. Les joueurs terminent ce match par une série d'étirements. On retrouvera tout ce beau monde en août pour le camp d'automne qui précédera la saison 2018. Salut à tous, à bientôt. Voilà, fin du practice ici à Cal. Les joueurs sont rassemblés au milieu du terrain par groupe. On n'aura pas forcément appris grand-chose de ce match, si ce n'est que Ross Bowers est l'homme à battre au poste de quarterback. Chase Forrest et Brandon McElwain ont semblé un peu plus en difficulté, notamment quand ils étaient sous pression, cherchant à se débarrasser de la balle sur de longs ballons. Bowers a été beaucoup plus posé, trouvant souvent un de ses running backs dans le flat. La défense a lâché quelques gros jeux, mais on a aussi vu beaucoup de pression sur la ligne offensive. Rusty Baker, l'un des D-end, a été très actif avec
plusieurs sacs à son actif. On en saura évidemment beaucoup plus sur cette équipe au mois d'août lors des entraînements d'avant-saison. C'est terminé ici à Cal, donc à Berkeley, et une petite surprise vous attend de retour à Stanford. À très bientôt. Après-match à Stanford et on retrouve Osiris St. Brown qui est l'un des receveurs de cette équipe. On va discuter un moment avec lui. Osiris, bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie de cette famille St. Brown qui compte 3 receveurs dans la famille. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la fratrie St. Brown? Nous sommes 3 frères. Alors, quand nous étions, je sais pas, 5 ans, nous avons, nous avons Commencé à nous entraîner. Très fort. Alors, et maintenant, moi je suis à Stanford. Mon petit frère, il va être un freshman à USC. Et mon gros frère, il va à la NFL maintenant. Donc le grand frère Equanimeous était à Notre-Dame et donc sera éligible et donc va participer à la draft du 26 avril. Ouais. Alors donc vous avez un père américain, Ouais. votre maman est allemande. Ouais. Et vous avez un petit peu bourlingué, comme on dit en français. Vous avez passé un peu de temps en Europe quand vous étiez enfant. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette... Ouais. Je crois que j'étais dans le 4... je sais pas, mais nous vivons dans le 2e arrondissement en Paris. Et c'était bien. C'était... How do you say new again? C'était... attends. Je sais pas comment le dire. It was a good experience though. Combien de temps avez-vous vécu à Paris avec la famille? Environ 7 mois, je crois. 6-7 mois. D'accord, donc une bonne partie de l'année scolaire. Ouais. À cette époque-là, vous jouiez déjà au football? Ouais, un peu. Je crois que j'étais encore avec les flags, pas encore avec comme helmet et shoulder pads, mais j'ai joué, d'accord. Et vous avez réussi un petit peu à jouer à Paris? Non, nous n'avons pas. Nous avons joué un peu de football, alors soccer, mais pas football américain. Alors on va revenir un peu sur vos carrières respectives. Donc le frère aîné à Notre-Dame. Ouais. Vous avez choisi Stanford, qui est un des grands rivaux de Notre-Dame. Ouais. Et le petit frère va jouer à USC, qui est un des gros rivaux de Stanford dans la conférence. Comment ça se passe à la maison avec toutes ces rivalités et comment est-ce que les parents gèrent la situation? Quand nous sommes chez nous, nous pensons pas sur la rivalries et tout ça. C'est encore... I don't know how to say it. C'est mellow. Nous parlons pas des rivalries et tout ça. C'est encore une famille. Alors, mon père, il va être, je sais pas, un jersey qui est half Stanford, half SC quand je joue contre mon petit frère. Et quand nous avons joué contre Notre-Dame la saison passée. Et je crois que ma mère était sur la Stanford side et mon père était avec Notre-Dame. Mais à la fin, nous avons tous united on the middle of the field, alors c'était bien. D'un point de vue personnel, vous attendez quoi de la saison à venir? Ça va être bien. Nous avons encore Bryce, Love, KJ et toutes les... we lost only like 2 DBs, mais nous avons Paulson, il est encore un freshman, alors ça va être bien.
Bon, ben, on espère que Stanford va marcher fort cette année et peut-être qu'on aura l'occasion de venir suivre des matchs au Stanford Stadium qui est juste derrière nous. Et toute la France souhaite à la famille St. Brown un gros succès et au niveau college et au niveau NFL, puisque le frère aîné sera l'an prochain, à l'automne prochain, jouera les dimanches chez les pros. Merci beaucoup pour cette petite interview et excellent été et excellente saison à l'automne 2018. Oui, merci. Merci bien. Ouais. Au revoir. À bientôt, au revoir.